Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par FedEx et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel. Ce soir au programme, les troisièmes matchs des groupes A, B, C, D de Ligue des Champions. 45 minutes pour voir tous les buts et entendre les analyses de nos experts qui sont dans les starting blocks. Bonsoir Jason Fernandez. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Anchaud. Bonsoir Vincent. Et pour la rédaction de Blue Sport, Alizé Lichty. Bonsoir Alizé. Bonsoir Vincent. Je vous propose de débuter ce tour d'Europe avec le groupe A, un groupe où deux favoris au titre se disputent la première place à distance. Désormais, le PSG et Manchester City. Les Citizens ont ouvert les feux en début de soirée en déplacement sur la pelouse de Bruges à Alizé. Et ce match marquait le retour de Kevin De Bruyne en Belgique. Le milieu de terrain se retrouvait pour la première fois en Ligue des Champions face à un club belge. Beaucoup de rythme en début de partie avec Man City qui monopolise le ballon dans le camp brugeois. D'ailleurs, 2 buts ont été annulés pour hors-jeu. Mais c'est logiquement que Manchester ouvre le score à la demi-heure de jeu. Le long ballon aérien de Foden survole la défense belge. Cancelo contrôle de la poitrine, résiste à Soa et marque du droit de près. Ça passe entre les jambes de Mignolet. C'est donc 1-0 pour les visiteurs. Les Citizens continuent à se créer des occasions et 3 minutes avant la fin de la première mi-temps, Ensoki fait faute sur Mahrez. Il le faute durement. L'arbitre de la rencontre, M. Kovacs, n'hésite pas et accorde un pénalty. C'est l'international algérien qui transforme le pénalty qu'il vient d'obtenir du gauche à Rater et vers le coin droit. Le portier Mignolet est pris à contre-pied en plongeant sur la gauche. Au retour des vestiaires, le club de Bruges fait le dos rond face à Manchester City qui multiplie les centres et les percussions. Walker et non Walker, Gelson inscrit le 3e sur une passe de De Bruyne qui relaie la passe latérale de Mahrez vers la surface. Bien servi, Walker croise son tir du droit. Le portier belge qui réussit quand même à freiner le ballon qui termine malgré tout dans les petits filets. Dans le petit filet. Et juste après la sortie de Bruyne sous les applaudissements du public, son remplaçant Palmer inscrit le 4-0 pour sa 2e apparition en Ligue des Champions. Palmer touche son premier ballon en contrôlant le centre de Sterling, enroule parfaitement du gauche. Beau geste qui lui permet donc de creuser l'écart. Bruges qui sauve l'honneur avec un but 9 minutes avant la fin du temps réglementaire. C'est son capitaine Van Aken qui réduit le score, récompensé pour sa reprise du droit dans la surface de City sur un centre de Vormer. L'addition sera malgré tout encore plus salée. Mahrez signe un doublé à la 84e minute. La défense de Bruges est à la dérive. La longue ouverture dans les airs de Fernandinho vole vers Mahrez plein axe. L'attaquant se retrouve seul pour contrôler, ajuste du gauche à bout portant. Score final 5-1 pour les hommes de Pep Guardiola qui n'ont pas eu besoin de forcer leur talent ce soir, ont finalement écrasé Bruges. Les Sky Blues qui sont clairement venus pour réparer leur défaite à Paris peuvent repartir plus sereins. On se souvient que Bruges avait tenu le PSG en échec sur son terrain. Man City n'a pas fait cette erreur-là. Non, là ce soir, Man City ont corrigé le tir par rapport à leur défaite d'il y a 3 semaines. Bon, c'était, on va dire, on attendait un résultat comme ça. City sont en forme, en championnat, ils sont en forme. Donc là, franchement, qu'ils en marquent 5, non, pas de surprise. City, ça reste clairement un des, on va dire, 3-4 candidats
à cette Champions League. Gelson, on en parlait avant le match de Paris-Leipzig qu'on a suivi. C'est vrai que voilà, on est dans la période où les grosses cylindrées de cette Coupe d'Europe, ils vont monter en puissance. Ouais, et on voit aussi que les matchs montent en intensité et que la qualité est bien plus élevée maintenant que lors des premiers matchs. Les grosses cylindrées sont lancées, elles sont à plein régime, je dirais, et puis on voit des matchs de grande facture. L'autre rencontre de ce groupe mettait aux prises le PSG. Leipzig, les Allemands vivent un début de saison compliqué. Dernier du groupe avant cette partie, un déplacement au Parc des Princes n'avait rien d'un cadeau, même si le PSG doit se passer de plusieurs éléments, dont Neymar blessé. On va le voir, les Allemands sont très bien rentrés dans ce match. Avec une première opportunité à la 3e minute, ballon récupéré par Leipzig, Nkunku qui emmène le contre et qui décale Laimer, Marquinhos qui va intervenir. Mais Jason, on a vraiment apprécié cette prise de risque de Leipzig de jouer. Ouais, cette prise de risque, il se projette rapidement vers l'avant, Nkunku qui joue bien le coup, et surtout Marquinhos qui empêche pratiquement un but parce qu'il défend de manière fantastique, il attend, il temporise et puis ensuite il se jette pour empêcher Laimer d'avoir plus de facilité. Et on a eu droit à un sacré début de match, Stéphane, avec énormément de rythme, et Paris, qui à son tour en contre, va surprendre Leipzig avec ce but d'Mbappé. Oui, c'est vrai, là on voit donc Mbappé qui avait beaucoup d'espace parce que Leipzig, en début de match, a pressé le Paris Saint-Germain, un petit peu à la surprise générale. Par contre, à la perte du ballon, voilà ce qui se passe. Et surtout quand on a Mbappé, qu'on lui laisse du champ et qu'on recule comme Orban le fait, c'est clair que là, ça ne pardonne pas. Mbappé fait tout juste, sa frappe sèche au premier poteau, aucune chance pour Goulachi. Paris mène, mais Paris s'endort un peu. Coup franc intéressant de Leipzig, remis par Mukiele. Orban touche, peut-être pas suffisamment, Marquinhos qui sauve. Oui, un très bon ballon d'Nkunku et Mukiele qui remet pour Orban qui manque là de réactivité et de spontanéité. Et pourtant, Leipzig se procure de nombreuses occasions dans cette première mi-temps et va finir par être récompensé sur cette très belle occasion. Le changement de jeu vers Angelino, le centre est parfait et André Silva qui conclut. Oui, tout est vraiment très bien fait sur cette récupération de balles au milieu du terrain. Tout de suite, on trouve des décalages. Nkunku va très bien jouer. Et là, cette passe là, du pied gauche, enroulée par terre, deuxième poteau, c'est juste, on va le revoir, elle est juste magnifique. Et après, Silva qui est là pour terminer le travail. Égalité à la pause, Jason, on était quand même surpris de ce score. C'est pas ce qu'on attendait, ce 1 partout au Parc des Princes. Non, c'est pas ce qu'on attendait. On pensait tous que Leipzig allait être en plus grande difficulté. Vraiment, ils ont bien joué le coup. Ils sont pas si bien rentrés dans le match, mais ensuite ils ont joué tous leurs coups à fond. Et puis ils auraient même pu marquer 1 ou 2 buts supplémentaires. Ouais, les buts supplémentaires, ils vont tomber en seconde période. Paris repart bien, mais c'est Leipzig qui va se montrer une nouvelle fois. Et on avait vu Angelino sur la passe du 1 partout. Eh bien, on va le retrouver. Angelino, nouveau caviar pour Mukiele qui met le deuxième, Stéphane. Oui, c'est vrai, de nouveau, décalage comme sur le premier but sur Angelino qui centre. Et là, Mukiele qui marque bien sa reprise intérieure plate du pied de volée, elle est très belle. Par contre, défensivement, on va voir que Kimpembe va perdre le marquage dans son dos, on le voit. Donc c'est mal défendu, mais c'est très bien joué de Leipzig. Et puis à ce moment-là du match, ce résultat surprise de 2-1, il n'est pas immérité du tout. Ouais, Leipzig qui pense tenir un super résultat, mais Adams, sous pression, veut jouer en retrait. Mbappé qui en profite, et puis qui sert Messi pour le... Ouais, Adams sous pression, mais tu vois, Mbappé est à l'affût, et puis ensuite se projette rapidement vers l'avant. Mais sa passe, elle est extraordinaire pour Léo Messi, qui s'est super bien joué. Il le sent, il accélère, il percute, il fixe l'adversaire. Et puis il remet un ballon en retrait. C'est une action qui est exceptionnelle dans le sens collectif. Et Paris qui s'appuie donc sur ses stars pour revenir au score dans cette seconde période. 2 partout, Messi, Mbappé. Et Mbappé, on va le retrouver une nouvelle fois à quart d'heure, un peu plus de 20 minutes de la fin de cette partie. Le crochet face à Simakan qui met les bras. Oui, c'est mal défendu. C'est un peu naïf de défendre comme ça. Parce qu'il n'y a pas la nécessité de le faire. Il est en 1 contre 1 contre Mbappé qui rentre sur son pied droit à l'intérieur. Mais il y a du monde, donc il n'a pas besoin d'intervenir. Il met les mains, il utilise ses mains. Donc l'arbitre, logiquement, il accorde le pénalty. Léo Messi face à Goulachi. Jason, on dit rien là-dessus. Comme à la cour de récré, il est même...
c'est pas sympa ce qu'il fait là, Golaxy. Léo Messi, mais bon, il a régalé le Parc des Princes sur ce geste. Ouais, elle tentait en plus sur un but qui vaut de l'or. Hein. Mais pourtant, Leipzig n'abandonne pas. Hein. Il ne veut pas repartir les mains vides. André Silva servi à hauteur des 16. Verratti qui se jette, l'Italien qui est encore là sur la frappe de Laim. Donc voilà, là il va se jeter 2 fois. Donc un double bloc de Verratti. Alors en plus d'avoir fait un très très bon match. Et il jubile après. Hein. Disons que là, c'est ce qu'on appelle se sacrifier pour l'équipe, tacler, bloquer la frappe. C'est ce que la plupart des joueurs ne font jamais. 92e minute, on est dans les arrêts de jeu. Hakimi face à Guardiola qui se jette. Au départ, c'est passé tout droit, puis la VAR intervient, penalty. Oui, c'est un peu bête de Guardiola de se jeter ainsi. Hakimi fait un bon crochet et puis c'est penalty, mais penalty qui est justifié totalement. Léo Messi qui laisse le ballon à Kylian Mbappé. Et Mbappé, là, il le rate. Il le rate complètement, Stéphane. Il le rate, il le rate assez nettement. Donc, voilà quoi. On a vu avant un penalty de Messi qui était Panenka parfaitement tiré tout en confiance. Là, Mbappé qui, comme contre la Suisse, rate son penalty. Donc pour la suite des penaltys au PSG, est-ce que Mbappé va continuer à les prendre? Je pense que l'entraîneur aura un bon argument pour faire tirer Léo Messi. Heureusement pour Mbappé, vous l'avez compris, ça n'a pas porté à conséquence. Score final 3-2 pour le PSG. Gelson, c'est un petit résultat pour Paris qui a été un peu décevant. Alors au final, le plus important, évidemment, c'est les 3 points. Un peu décevant, mais on a vu un bon match. Je crois que ça, c'est essentiel. On a vu un bon match de foot. Après, Paris a été mis en difficulté parce que Leipzig a bien joué les coups. Leipzig a été tactiquement très bien en place et puis s'est projeté. On voit aussi que Paris laisse beaucoup d'occasions à l'adversaire. Donc là, ce soir, c'est passé, mais ils doivent faire attention à leur équilibre quand même. C'est vrai que Leipzig, ce soir, ils nous ont étonnés. Donc, ils auraient pu repartir avec 1 point. Le résultat, finalement, pour eux, il est un petit peu sévère par rapport à la performance. Or, ce n'est pas immérité que Paris gagne, on est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il y avait la place pour Leipzig de prendre 1 point. Il y a eu de la naïveté. Défensivement, on voit sur les buts, sur le penalty concédé. Et cette naïveté, ce soir, elle leur coûte probablement, en tout cas, un match nul. Ouais, Paris et Bruges qui étaient à égalité de points avant cette soirée. Voyons les conséquences de ces 2 résultats au classement. Large victoire de City à Bruges 5-1, celle du PSG à la maison face à Leipzig. Paris en tête avec 1 point d'avance sur Manchester City. Bruges perd 1 place et Leipzig est toujours bloqué à 0. Place au groupe D, un groupe dans lequel on a eu droit à une victoire sensationnelle du Sheriff sur le Real lors de la dernière journée. Les Espagnols qui doivent donc laver leur honneur ce soir. Même si le Shakhtar était dernier du groupe, c'est jamais facile de se déplacer en Ukraine, Alizé. Jamais facile. Et puis Ancelotti qui aligne un 4-3-3 avec le retour de blessure de Mendy. Et puis Benzema qui l'aligne en pointe alors que l'entraîneur ukrainien opte pour 4 changements. Alors durant les 20 premières minutes, le Shakhtar a la possession, même si les Ukrainiens ne réussissent pas vraiment à se montrer dangereux. L'ouverture du score intervient à la 37e minute sur un autogol du capitaine Krivstov. Sur le côté droit, Vasquez adresse un long centre en profondeur vers Benzema à l'entrée de la surface. Il n'était pas hors jeu. Et voulant dégager, le capitaine ukrainien lobe son propre gardien. Marquinhos, il avait mieux réussi face à son but. Effectivement. Et puis au retour du thé, le Real prend 2 longueurs d'avance grâce à Vinicius. Regardez ce but bien construit. Benzema qui chipe le ballon et rejoue dans l'axe. Modric profite de l'appel de Vinicius pour délivrer une superbe passe au Brésilien qui n'a plus qu'à conclure. 2-0 donc pour les Espagnols. Quelle passe de Modric, hein. Mais ça ne va pas s'arrêter là, le Shakhtar est dépassé, les Madrilènes s'envolent. Vinicius, encore lui, se joue de la défense ukrainienne pour inscrire le 3-0. Servi à gauche devant la surface, il élimine 2 joueurs et fait la différence face à Krivstov d'un crochet du droit. Il trompe le portier du Shakhtar grâce à une frappe puissante, vous le voyez, à bout portant. Pas mal celui-là non plus, messieurs. Oui, le but est très beau. Par contre, on voit Benzema est sur toutes les occasions. Tous les buts. Pas lui-même, mais il est tout le temps. Oui, il est sur les occasions.
Et grâce, quelques minutes plus tard, Rodrigo marque à son tour. Benzema percute côté gauche et lance Vinicius en profondeur dans la surface de réparation. Ce sera donc 4-0. Et puis dans le temps additionnel, Benzema, bah oui on l'évoquait, donc encore lui, sale l'addition en inscrivant le 5-0. Asensio lui délivre une passe millimétrée. Seul au point de pénalty, il tire du pied droit. Les Ukrainiens n'ont donc toujours pas marqué dans cette phase de groupe cette saison. De leur côté, les Espagnols qui devaient laver leur honneur, vous l'avez dit Vincent, ce soir l'ont fait et on peut même dire de belle manière, je crois. Oui, ils ont... pas fait dans la dentelle le Real. Non, bah alors, nous on n'a que les actions. Là, globalement, eux, ils ont fait leur match, ils marquent 5 fois. Par contre, ce qu'on voit sur les images côté Shakhtar, c'est juste horrible. Donc, on a une défense qui est là sans être là. Je ne sais pas s'ils savent qu'ils ont le droit d'intercepter le ballon, de tacler, de mettre le pied, parce que, franchement, là, il y avait 4-5 joueurs qui se faisaient prendre. Vinicius, il passait au milieu, enfin, il faisait ce qu'il voulait, donc Shakhtar... La peur de faire faute. Ouais, il y a quelques soucis à se faire, et puis il y a aussi un petit peu de niaque à retrouver pour les prochains matchs. Dans l'autre match du groupe, l'Inter, battu par le Real à domicile et tenu en échec 0-0 en Ukraine, recevait ce soir la belle surprise de ce début de compétition, le petit Sheriff Tiraspol, leader de ce groupe D. À Giuseppe Meazza, les Nerazzurri devaient prendre les 3 points cette fois-ci. Et c'est parti plutôt bien avec ce superbe but de Dzeko sur corner. Vidal qui prolonge, et puis Dzeko, le geste n'est pas simple, c'est la classe. Le geste n'est pas simple, la reprise est fantastique, hein, il est concentré, bam, c'est un très très beau but. Est-ce que vous vous souvenez de Sébastien Thiel? C'est lui qui a mis le 2-1 contre le Real à Santiago Bernabéu. Eh bien, il s'offre ce bijou à Giuseppe Meazza. Super, même si Tiraspol ne va pas très loin dans cette compétition, lui, il aura réussi son tour. Ouais, clairement. Et le coup franc est absolument magnifique. Faut noter son nom, celui-là. Et puis, égalisation du Sheriff Tiraspol, l'Inter va réagir encore en seconde période, un peu avant l'heure de jeu. Dzeko bien servi, décale Vidal, le portier moldave Seleadnik est surpris. L'Inter ne va pas trembler longtemps dans cette partie, il fallait mettre ce but. Non, il fallait le mettre, le troisième est toujours un but important. Dzeko qui sert bien Vidal, qui se projette encore, et là le gardien qui peut peut-être mieux faire sur ce coup-là, mais un but important pour les Milanais. Et nouveau corner de l'Inter, cette fois-ci frappé par Brozovic au deuxième poteau. Dumfries qui remet pour De Vrij, qui marque le but de la sécurité, le but de la victoire. L'Inter s'impose 3-1, Stéphane. Alors oui, les Moldaves n'ont peur de rien, oui, c'est chouette. Mais au final, là, l'Inter était prévenu et a réussi. Oui, ce soir, il n'y a pas eu... L'illusion n'a pas duré trop longtemps. Alors, ils ont égalisé donc, sur ce magnifique coup franc. Mais c'est clair que là, il n'y avait pas photo. À partir du 3-1, il n'y a plus vraiment eu de match. La dernière 30 minutes, il y aurait pu avoir encore 1 ou 2 buts de plus côté Inter. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait avant le match. Maintenant, les équipes sont prévenues. Il y a eu 2 énormes surprises. Mais je pense que maintenant, pour faire des points encore dans cette compétition, ça va être très dur pour les Moldaves. Merci beaucoup, Alizé. On vous retrouve tout bientôt sur Blue Sport. On passe évidemment au tableau du groupe D, l'Inter qui était décroché avant cette soirée. Et on va le voir avec ses résultats. Le Sheriff Tiraspol est toujours en tête, suivi du Real. Et puis derrière, on retrouve l'Inter avec 4 points désormais. Le Shakhtar qui reste bloqué avec son petit point puisqu'ils ont été largement battus par le Real Madrid. Changement volant sur le côté gauche. Bonsoir, Jérôme Creta. Bonsoir Vincent, bonsoir messieurs. Latéral gauche, c'est votre poste en plus. C'est juste. Ça tombe plutôt bien. Je reste à gauche. Bon, on parle pas de politique. Trêve de plaisanterie. Donc, parce que là... gaucher, pied gauche. Pied gauche seulement. Seulement. Le droit, c'est pour pas tomber. C'est pour pas tomber. Okay. On a dit bien assez de bêtises, parce que là, c'est du sérieux qui arrive 2 ans après une cruelle élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Liverpool retrouvait l'Atlético pour un choc au sommet dans ce groupe B. Johan Tachet. Buteur lors des 7 dernières rencontres de Liverpool, auteur de 10 réussites déjà cette saison, Mohamed Salah était une nouvelle fois attendu comme le détonateur des Reds au Metropolitano. Et il ne faut attendre que 8 minutes pour retrouver le pharaon. Excentré sur son flanc droit, l'Égyptien rentre dans le terrain et fasse successivement 3 joueurs avant d'armer sa frappe qui va terminer sa course dans le petit filet de Black.
8e minute de jeu, c'est déjà l'ouverture de score pour Liverpool. Intenable, Mo Salah met dans le vent Carrasco, Lemar et Coquet et profite d'une déviation astucieuse de Milner pour ouvrir le score. Le but est toutefois accordé à Salah. Liverpool est en feu en ce début de rencontre. Trent Alexander-Arnold met le ballon dans le 16 mètres. Felipe va pouvoir dégager ce ballon comme il le peut. Et Keita qui ne se pose pas de questions. C'est fort, c'est propre et Oblak n'y peut strictement rien. On n'a pas encore atteint le premier quart d'heure et les Reds mènent de 2 longueurs grâce à son demi-guinéen qui ne marque pas souvent. Mais quand il le fait, c'est avec la manière. L'Atlético réagit rapidement, 20e. Corner tiré à 2 par Depol et Lemar. Le Français s'infiltre dans la défense anglaise. Son centre en retrait trouve Coquet qui est dévié par Griezmann du plat du pied. L'ancien joueur de Barcelone inscrit son premier but à domicile après son retour sous les couleurs des Colchoneros. Monsieur Zibert a toutefois pris son temps avant de valider la réussite. La position de Lemar sur la déviation de Griezmann prêtait à discussion. Cette réussite aura eu le mérite de réveiller les joueurs de l'Atlético. Ouverture magnifique de Depol pour Griezmann qui s'en va seul affronter Alisson. Mais le Français perd son duel face au gardien brésilien qui avait réagi promptement. Griezmann qui n'est pas hors jeu au départ de cette action. Il part de son camp. Malheureusement, le Français pêche à la finition. Ce n'est que partie remise pour Griezmann. 34e minute, Joao Félix se défait du marquage de Keita. Le Portugais peut trouver le tricolore. Contrôle orienté et finition parfaite. Griezmann remet les pendules à l'heure. La joie de Diego Simeone et on saluera l'énorme travail de Joao Félix qui se la joue comme Messi. Et la conclusion pleine de lucidité du buteur français qui inscrit son 3e but de la compétition. Liverpool possède le ballon, mais malgré tout, c'est l'Atlético qui se crée les meilleures occasions. Mais les Espagnols vont être coupés dans leur élan. Griezmann, encore lui, lève trop son pied. Il n'a pas vu que Firmino jouait le ballon de la tête. Jeu dangereux. Le carton rouge est logique pour le Français en début de seconde mi-temps, comme le prouve ce ralenti. Et Liverpool va profiter de son avantage numérique. 76e minute, ballon en cloche d'Alexander-Arnold. Jota prend le dessus sur Hermoso qui commet l'irréparable. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas pour siffler un pénalty pour Liverpool. Le préposé à la sentence est l'inévitable Mohamed Salah. L'Égyptien ne tremble pas et prend un contre-pied au Black pour redonner l'avantage aux Reds. C'est la première fois depuis une année exactement, une défaite 4-0 contre le Bayern, que l'Atlético encaisse 3 buts dans une rencontre toute compétition confondue. Puis il va se produire une scène assez rare pour être soulignée. Jiménez va être déséquilibré dans les 16 mètres par Jota. Dans un premier temps, M. Zibert va siffler un penalty. Toutefois, l'arbitre allemand va revenir sur sa décision avec l'appui de la VAR et siffler une simulation à l'encontre du défenseur de l'Atlético. Il faudra de longues minutes à l'arbitre de la rencontre pour prendre sa décision. Au final, Liverpool, toujours invaincu cette saison, va s'imposer 3-2 à Madrid et signe sa 3e victoire en entendre compte dans cette Ligue des Champions. Et Liverpool qui n'avait jamais battu l'Atlético, c'est fait désormais, Stéphane. C'était pas évident, c'était un match à rebondissement. Ouais, non, c'est une belle victoire, hein, gagner comme ça à l'Atlético, marquer 3 fois. Après, c'est vrai qu'ils ont pris un début de match idéal, hein, gagner 2-0 après un quart d'heure de jeu. Ils sont un petit peu endormis, Atlético est revenu dans le match. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a vu, hein, finalement, c'est des faits de jeu qui ont fait, je pense, que Liverpool passe l'épaule. Griezmann, un carton rouge, bon, justifié, c'est le règlement. Après, un penalty stupide concédé par l'Atlético. Et puis, le fait assez rare, un penalty annulé par la VAR, alors que l'arbitre l'avait donné, mais elle a aussi justifié, puisqu'on a bien vu que c'était une simulation de la part du joueur de l'Atlético. Chelsea, on pouvait avoir la crainte d'avoir un match très fermé. Au final, il y a 5 buts.
Il y a 5 buts et puis quand même des beaux buts. Hein. On a vu quand même de la qualité, des gestes techniques. On a vu aussi des grands joueurs comme Joao Félix et Griezmann. Mais quand même, 2 entraîneurs qui sont des entraîneurs qui obtiennent le maximum de leurs équipes et puis qui nous font vibrer avec leurs célébrations. Ouais, ils vivent autant que les joueurs sur le terrain. En effet, voire plus même, hein, des fois. On retourne vers notre latéral gauche. Jérôme, vous avez suivi pour nous l'autre match du groupe entre Porto et Milan, les 2 cancres du groupe qui devaient absolument faire des points pour avoir un petit espoir de poursuivre cette compétition. Ouais, les 2 formations étaient plutôt mal embarquées, on peut le dire, après les 2 premières journées, même si elles pouvaient s'appuyer sur quelques certitudes, tous 2 invaincus en championnat. Alors, quel visage des 2 équipes allions-nous retrouver ce soir? Réponse en images avec une première occasion portugaise à la 5e minute. Luis Diaz s'infiltre dans la défense milanaise. Son tir est un poil trop croisé. Le ballon finit sa trajectoire sur le poteau de Tatarushanu. Un peu chanceux en ce début de partie. Deuxième chance pour Porto juste avant la demi-heure. Bon relais entre Taremi et Otavio. L'attaquant iranien frappe de l'extérieur droit. Tatarushanu a encore une fois eu très chaud. Ce score nul et vierge sera celui à la pause. Et plus rien ne se passera jusqu'à la 65e minute. Bruno Costa se défait de Kalulu et peut centrer. Le ballon est dévié, on le verra une première fois, par Sergio Oliveira. Puis une deuxième par Taremi, légèrement déséquilibré. Le ballon arrive dans les pieds de Luis Diaz qui trouve le chemin des filets d'un maître tir à ras de terre. C'est l'ouverture du score et ça sera d'ailleurs le score final. Victoire, on peut le dire, méritée de Porto qui se relance dans ce groupe alors que c'est la soupe à la grimace pour les Milanais avec une 3e défaite consécutive. Et c'est d'ailleurs la première fois que l'AC Milan s'incline sur sol portugais en Coupe d'Europe. Ouais, pas de quoi fêter hein, pour Milan. On va le voir au classement. Les Milanais qui ont affronté les 3 adversaires du groupe et qui ils se sont inclinés 3 fois tout simplement. Liverpool a fait le plein et ça va se jouer entre l'Atlético et Porto. Apparemment, en tout cas pour le moment, pour la 2e place. Gelson sur retour de l'AC Milan. 3 matchs, 3 défaites. C'est dur. Ça sera compliqué, ça sera très compliqué parce qu'il va falloir aller chercher des points. Mais l'AC Milan, on en a parlé hein, en émission sur le plateau, manque d'expérience à ce niveau-là. Une équipe relativement jeune et qui affronte des cadors et des équipes qui sont habituées finalement à la compétition. L'AC Milan avait fait des années sans y revenir et tu ne reviens pas simplement comme ça et ça se passe comme sur des roulettes. A contrario, Liverpool, tout roule. En championnat et en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que là maintenant, tout leur sourit parce que finalement le match de ce soir, bon, à la fin ils le gagnent. C'est aussi un match peut-être, si on a moins de réussite, on peut le perdre. Non, ils sont dans une très très bonne phase. Là, avec 3 matchs, 9 points, il leur manque quoi? Peut-être une victoire et là, une des 2 premières places sera déjà assurée. Donc oui, ça se dessine tant en championnat qui peuvent être un candidat pour le titre de champion d'Angleterre. Et aussi en Champions League, on voit ça pourrait, je dis bien pourrait être aussi un candidat pour aller peut-être pourquoi pas jusqu'au bout. On se réjouit de voir tout ça et on est sûr que Stéphane Anchot a bien envie de voir Liverpool avancer dans cette compétition. Dernier groupe à évoquer, le groupe C, un groupe où Beşiktaş et le Sporting attendaient encore de décoller avec 0 points en 2 matchs. Malheur aux vaincus ce soir à Istanbul. Yohan Taché. Dans une rencontre d'abord dominée par Beşiktaş, c'est le Sporting qui va réaliser le meilleur départ. 15e, corner sortant de Pedro Gonçalves, dévié de la tête par Gonçalo Inacio et repris victorieusement par Sebastián Coates. L'Uruguayen inscrit pour l'occasion son tout premier but en Ligue des Champions pour sa 13e apparition. Un prêté pour un rendu, 24e minute, corner de Pjanic, Larin s'envole au-dessus de Mateus Reis pour catapulter le ballon au fond des filets. Cal Larin est le premier Canadien depuis 15 ans et son coéquipier Atiba Hutchinson a marqué dans la plus prestigieuse des compétitions. C'est une histoire de corner dans cette rencontre. 3 minutes plus tard, bis repetita, Paulinho à la déviation et Coates encore une fois au bon endroit, au bon moment peut doubler la mise. Copie conforme du premier but portugais, ce schéma a très certainement été répété de nombreuses fois à l'entraînement pour une réussite maximale. Quelques instants après un poteau de Batshuayi, nouveau corner pour le Sporting. Coates est encore une fois le plus prompt à réagir et sa tête est cette fois-ci contrée par la main de Vida.
Il faudra quelques instants à M. Vincic pour visionner la séquence et accorder le pénalty avec l'aide de la VAR. Sarabia prend ses responsabilités. Le contre-pied est propre. Il permet aux Lisboètes de prendre 2 longueurs d'avance dans une partie palpitante. Mais il en faut plus pour assommer les Turcs peu avant la mi-temps. Merveilleuse ouverture de Wellington pour une inspiration aussi astucieuse que géniale d'Alex Teixeira. La technique, la coordination, tout y est, sauf le placement du joueur brésilien signalé en position de hors-jeu. En deuxième mi-temps, le match est toujours aussi animé d'un côté comme de l'autre. Beşiktaş pousse, mais va se faire crucifier en compte dans les derniers instants de la partie. Le ballon qui va revenir dans les pieds de Paulinho. La frappe enroulée est superbe. Elle finit dans le petit filet de Destanoğlu. Un but mérité pour le buteur portugais qui avait trouvé à 2 reprises les montants du club turc auparavant. 4-1 pour le Sporting qui, pour son 5e déplacement de son histoire en Turquie, s'y impose pour la première fois et de belle manière. C'était le soir des premières apparemment. On est quand même déçus de ce but du Beşiktaş qui ne compte pas pour ouais, rien. c'est dommage, c'était le but de la soirée, indiscutablement. Et puis pour un petit cheveu, là, il est annulé. C'est dur. Et Jérôme, toujours là. Vous avez eu la chance de suivre le match entre l'Ajax et Dortmund, un match qui sentait bon les buts sur le papier. Et sur le gazon, ça donnait ça aussi. Ouais, l'Ajax et le Borussia Dortmund, en tout cas, s'étaient montrés très solides lors des 2 premières journées avec seulement un but encaissé. Par contre, avantage tout de même aux Hollandais qui en avaient mis 7, alors qu'il n'y en avait eu que 3, entre guillemets, pour les Allemands. Et c'est bien l'Ajax qui va se montrer dangereux en premier. C'est à la 11e minute. On retrouve le capitaine Tadić au coup franc sur la gauche, début du gardien suisse Kobel. Le Serbe trouve la lucarne opposée et ouvre le score. Au ralenti, on s'aperçoit que Reus dévie légèrement le cuir. Et le but, d'ailleurs, lui sera, plutôt l'autobut, lui sera bel et bien officiellement attribué. La deuxième, ou le deuxième plutôt, tombe à la 25e minute de jeu. Ça part d'une remise en jeu. Dans un jeu aérien, les Allemands ne parviennent pas à se dégager. Haller, dos au but, peut intelligemment transmettre à Daley Blind qui reprend le ballon de l'extérieur du pied et qui transforme avec un peu de réussite. Rien à faire pour Kobel. C'est absolument magnifique. Deuxième but seulement, on a envie de dire, pour Blind en 51 matchs de Champions League, mais qu'il est bon. On va ensuite se retrouver dans les arrêts de jeu de cette première période. Le Borussia Dortmund qui montrera enfin le bout de son nez. Hollande se retrouve en bonne position dans la surface de réparation, mais se heurte au portier Passe-Vermi à contribution pour la première fois. Les 22 acteurs qui vont se quitter à la mi-temps sur ce score de 2-0, entièrement, amplement mérité pour l'Ajax. 48e minute, Dortmund qui continue sur sa lancée en tout début de deuxième période. Donc, long ballon de Hummels pour Hollande. Sa reprise est puissante et trouve la transversale de Pasveer à qui on revient le mérite, puisqu'on s'aperçoit avec le ralenti qu'il dévie bel et bien le cuir. Mais c'est tout de même la formation d'Erik Ten Hag qui va se montrer une nouvelle fois décisive juste avant l'heure de jeu. Ça part du flanc gauche avec Tadić. Son centre est dévié par Haller. Anthony récupère, fixe Emre Can, entré à la pause. Un crochet et la frappe qui fait mouche en trouvant le petit filet de Kobel. Ça fait déjà 10 buts à ce moment-là pour l'Ajax dans cette Champions League après moins de 3 matchs. On revoit le très très bon travail du couloir droite qui peut entrer sur son pied gauche et enrouler. Et ça n'est pas terminé. 15 minutes plus tard, on retrouve l'Ajax qui continue son cavalier seul. Tadić décale Blind. Son centre trouve la tête de Haller qui peut inscrire, messieurs, son 6e but en 3 matchs de Champions League. Une statistique qui en rappelle une autre, puisqu'un certain Hollande avait réussi le même exploit. On en restera là. Score final 4-0, 3 matchs, 9 points pour l'Ajax, pour qui la qualification est presque acquise. La dernière fois que l'Ajax avait remporté ses 3 premiers matchs, c'était lors de la saison 95-96, lors de laquelle les Hollandais avaient
perdu en finale contre la Juventus. Un bien mauvais souvenir pour eux, en effet, Jérôme. Quelle perf de l'Ajax quand même, Gelson, là. Quelle perf, mais... je vous ai senti réagir sur la défense de Dortmund, mais je voulais vous lancer sur l'Ajax, allez-y. Tu peux pas... Alors l'Ajax, super, bien joué, bravo. Ils ont joué leur coup à fond, mais comme a défendu Dortmund, c'est compliqué comme ça. Hein. Si tu laisses des joueurs de la qualité d'Anthony, de Tadic et de Haller avec autant d'espace, sans même sauter avec eux, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un Dortmund qui est passé à côté de son match. On peut être surpris. Alors avant le match, on s'attendait à avoir des buts, mais pas forcément 4 du même côté. En tout cas, pas 4 uniquement côté Ajax. Donc voilà, hein, je pense que Dortmund, ils sont passés à côté. Ça arrive, donc on passe au match suivant. Les résultats quand même de cette troisième journée dans ce groupe C et les incidences au classement, vous l'avez expliqué, Jérôme, en effet l'Ajax qui trône en tête de ce groupe. Beşiktaş est toujours à 0, c'était lui le vaincu à Istanbul ce soir. Demain, la Champions League continue avec quelques duels déséquilibrés, mais on suivra avec une attention toute particulière les rencontres du groupe F. Manchester United qui reçoit l'Atalanta et évidemment IB qui accueille Villarreal au Vangdorf. Tout cela se passe à 20h15. Messieurs, IB qui va devoir sortir un match XXL demain à la maison. Ouais, s'ils veulent avoir une chance de faire quelque chose contre Villarreal, c'est clair, ils doivent faire une grosse performance. Et probablement encore une meilleure performance que ce qu'ils ont fait contre Manchester United. Parce qu'on se rend compte que finalement, dans ce groupe-là, Manchester United risque, ou en tout cas sur la forme du moment, est l'équipe la moins forte des 3 adversaires de IB. On a vu Atalanta il y a 3 semaines, c'est fort, c'est très très fort. Villarreal aussi, c'est fort, voire très fort. Manchester United, par contre, actuellement, ils sont dans le dur. Je veux dire, ils ont, au niveau des joueurs, c'est clair, c'est l'équipe qui a les noms les plus ronflants et ainsi de suite. Mais au niveau de la jouerie, pour l'instant, ça passe pas. En championnat, ils sont mal classés, ils perdent des matchs. Donc voilà, ça veut dire que IB, demain soir, il va falloir faire beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines ou 3 à Atalanta. Et encore une fois, même mieux que contre Manchester. Gelson, on est rentré dans ce moment des doubles confrontations. IB qui a donc ce tirage avec Villarreal en double confrontation. C'est un bon tirage ou c'est pas un bon tirage? C'est un bon tirage. Hein. Là, maintenant, ils jouent à domicile aussi sur leur terrain synthétique. Après avoir perdu à Bergame, c'est un grand match pour Young Boys. S'ils font le travail et qu'ils osent véritablement l'intensité en mettant en difficulté les Espagnols, ils ont un coup à jouer. Maintenant, ce ne sera pas facile parce que l'adversaire est de qualité. On va savoir ce que pense Ulysse Garcia de cette rencontre. Comment est-ce qu'il voit le match de demain? Mike Pérez est allé récolter ses réactions. Je pense qu'au niveau de l'intensité, je pense qu'il y aura des similitudes. Mais si on prend le match précédent contre Bergamo, on a vu une équipe vraiment tactiquement forte. Et je pense que maintenant, on va voir avec cette équipe d'Espagne vraiment une équipe bonne techniquement. C'est quoi la volonté de Young Boys demain? C'est de faire le jeu, de créer le jeu, de se créer des occasions, d'aller chercher la victoire, ou bien quand même, mine de rien, face à un adversaire a priori plus fort, d'être solide défensivement et puis d'essayer de créer l'exploit? Écoutez, on sait qu'on n'est pas les favoris sur ce match de demain, mais on veut pas se cacher, on veut être très courageux. C'est vrai qu'on veut être très compact, mais on veut aussi utiliser nos choses offensives et essayer de garder le ballon quand ça sera possible. Alors, quelle est la bonne approche pour ce match, Stéphane? C'est d'y aller, c'est d'attendre? On est sur le synthétique à la maison. Est-ce que c'est un vrai avantage? Il faut profiter de l'effet synthétique, aussi de l'effet public. Parce que demain soir, il y aura de nouveau 30 000, un stade plein. On l'a vu contre Manchester. Je veux dire, ces deux choses-là, synthétique et public, il faut profiter de ça. En début de match, il faut essayer d'aller chercher Villarreal, il faut jouer avec de l'intensité, il faut essayer de les mettre en difficulté, tout en étant naturellement attentif au fait que c'est une équipe qui est techniquement super à l'aise. Donc sur un synthétique, c'est une équipe qui a plus l'habitude de jouer dans les pieds que de jouer les ballons en profondeur uniquement. Donc ça pourrait moins les gêner que certaines équipes. Donc il faut être attentif aux pertes de balles, il faut être bien organisé, mais il faut absolument essayer de jouer le coup et de vraiment ne pas avoir de regrets après de se dire mince, on aurait pu faire plus, on aurait dû aller les chercher plus. Il ne faut pas avoir de regrets à la fin, il faut les bousculer. Et Villarreal qui possède un coach extraordinaire, hein, Unai Emery, qui est à la tête de cette équipe. Mike Pérez l'a également rencontré aujourd'hui pour savoir ce qu'il pensait de son adversaire de demain.
IB est une équipe avec beaucoup d'expérience, un bon entraîneur, bien organisé, qui sait jouer offensivement, mais qui sait aussi défendre et jouer en contre-attaque. Ce sera un match difficile. Pouvoir contrôler la rencontre pendant 90 minutes, c'est un défi. Probablement que nous n'y arriverons pas tout le temps. IB aura aussi ses phases. Ils savent aussi contrôler le ballon, se lancer à l'offensive. Ce sera un vrai match de football. Attaque, défense, des contres, des duels, maîtrise du match, stratégie. Ce sera un match complet. Et avec leur public, l'émotion sera à son comble. Avec le public et avec le gazon synthétique. Est-ce que c'est un avantage pour IB? Cette pelouse est homologuée, c'est toléré par l'UEFA, on doit jouer là-dessus. J'imagine que même leurs joueurs préfèrent jouer sur une pelouse naturelle, mais c'est comme ça. On doit être en mesure de jouer là-dessus et de le faire bien. Ouais, un discours policé pour Unai Emery concernant la pelouse, mais Gelson, est-ce que ce n'est pas l'avantage numéro 1 de cette équipe d'avoir un entraîneur de cette qualité-là? Oui, c'est un grand entraîneur qui amène une culture de la gagne, qui amène aussi une expérience internationale pour pouvoir gagner les trophées. Et il est préparé, il a étudié Young Boys, ça se voit, ça se ressent. Maintenant, dans son analyse de ce que sera le match, il a un petit peu dit toutes les variantes possibles. Qui peuvent se passer dans un match de foot. Il n'a pas spécifiquement au match de demain, pas cité les touches, qui pourrait se passer dans un match de football en général. Donc il est prévenu. Jérôme, vous y croyez à IB? Mais oui, même si on sait, IB a plutôt posé problème à des clubs anglais durant les dernières années plutôt qu'à des clubs espagnols, mais il faut continuer sur cette lancée et aller chercher 6 points qui mettrait quand même dans une jolie position pour la 3, voire autre chose au niveau des places. Mais oui, on y croit. Bon, on l'espère en effet, et pour le savoir, le plus simple, c'est de vous brancher sur Blue Sport, 20h15 demain en compagnie d'Alain Rohrbach pour suivre le studio qui accompagne cette partie. Et on espère que vous serez nombreux, évidemment, pour suivre les jaunes et noirs dans leurs épopées européennes. Merci beaucoup, Gelson Fernandez, d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci beaucoup, Stéphane Anchaud. Merci à Jérôme Créta, merci à vous de nous avoir suivis jusque tard dans la nuit. Comme souvent, on vous souhaite une excellente fin de soirée sur Blue Sport. Bye bye. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par FedEx et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.